Il me console des chagrins du monde. C'est en ces termes que Mohamed Aïssaoui, journaliste au Figaro littéraire, parle de la figure d'Albert Camus, dont la statue dans le Panthéon a fait l'objet d'un assaut iconoclaste il y a quelque temps. Un assaut qui nous invitait à oublier Camus. Alors c'est vrai que c'est toujours gênant quand quelqu'un vous commande d'oublier quelque chose, et à plus forte raison quand quelqu'un vous demande d'oublier quelqu'un d'autre. En plus, une personne qui a compté sans doute dans vos lectures, y compris dans votre apprentissage scolaire, puisque des ouvrages comme La Peste ou L'étranger ont été régulièrement étudiés par des millions d'étudiants, d'élèves qui passaient le bac en particulier, mais aussi dans l'enseignement supérieur. Alors à quelle source s'abreuve ce rejet et pourquoi faut-il en discuter? Qu'est-ce que nous apprend aujourd'hui Camus sur notre condition humaine? En quoi cela croise-t-il aussi peut-être des problématiques soulevées par le christianisme? Ce sont quelques-unes des questions qu'on va poser à Mohamed Aïssaoui qui est avec nous ce matin. Bonjour Mohamed Aïssaoui. Bonjour. Il y a un point commun, c'est peut-être la mère d'Albert Camus et puis votre mère à vous, non? Oui, Un petit peu. Oui, parce que Camus m'a ému quand il a dédié Le Premier Homme à sa mère, qui ne lira jamais ce livre. Et c'est la première fois où j'ai lu quelqu'un qui me dit que sa mère ne peut pas lire son livre. Et ma mère est analphabète, comme la maman de Camus, et ça m'a ému, et je me suis dit, c'est un auteur qui me comprend et je ne vais pas le lâcher. Premier point commun. Oui. Second point commun, l'Algérie quand même. L'Algérie, Camus est né en Algérie, moi aussi, et aussi, il faut dire que ce déchirement, ce conflit intérieur, je l'ai aussi entre la France et l'Algérie. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans, et je me suis tout de suite senti français, et mon propre pays, mon pays natal, a été un peu ingrat, comme l'Algérie a pu être ingrate avec Camus par moments. Est-ce que vous avez parlé en Algérie de votre dictionnaire amoureux d'Albert Camus, qui est paru récemment aux éditions Plomb? Pas encore, voilà. Non, c'est assez extraordinaire, mais pas encore. Pas d'invitation, pas de sollicitation? Non, mais voilà, je suis adopté, accueilli par la France, et je suis très heureux comme ça. Alors c'est peut-être un mot, j'allais dire un peu passe-partout et convenu, mais le mot inclassable est-il vraiment celui qui convient à Albert Camus? Il convient très bien, surtout aujourd'hui, et je dirais que Camus, c'est le courage de la nuance. C'est-à-dire que justement, aujourd'hui, si vous voulez le classer, il est adoré, aimé aussi bien à droite qu'à gauche. Sa pensée dépasse les clivages politiques, et c'est très intéressant aujourd'hui parce que c'est pas parce qu'il ne dit rien ou que c'est tiède, c'est tout le contraire, c'est parce qu'il affirme d'une manière très forte ce courage de la nuance. Lettre à un ami allemand, c'est quand même en plein contexte de guerre froide, c'est quelque chose d'inouï à l'époque, et ça le reste même aujourd'hui. Donc l'éloge de la nuance, mais pourtant cette absence de, j'allais dire, ce consensus que vous semblez, auquel vous semblez associer Albert Camus, aujourd'hui, il semble aujourd'hui être de plus en plus difficile à maintenir, puisque vous avez une offensive, et peut-être que Mohamed Aïssaoui, vous pouvez nous dire un peu de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Avec le livre Oublier Camus, qui tend à nous faire passer Albert Camus pour quelqu'un d'abominable dont il faudrait revoir l'héritage intellectuel. Bien sûr, mais Camus a toujours vécu ça. Il faut restituer aussi effectivement l'histoire. 10 ans après sa mort, il est mort en 60. En 70, il y a le fameux pamphlet. Au mois de janvier, je crois, en plus. Oui, exactement, le 4 janvier. Donc le fameux pamphlet de Jean-Jacques Brochier, Albert Camus, philosophe pour classe terminale, comme si c'était une honte d'être compris par des jeunes, etc. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé à Catherine Camus, la fille d'Albert, elle m'a dit en quoi c'est une insulte. Et donc tous les 10 ans, il y a un pamphlet, et le dernier, contre Camus, vraiment une charge contre Camus. Oublier Camus, déjà le titre fait penser à une sorte d'épuration, je veux dire. D'autodafé. Exactement. On efface Camus. D'abord, on n'efface pas Camus comme ça, et ensuite traiter Camus de raciste, de colonialiste, de tous les mots, en passant à côté de ce qu'est vraiment Camus. En fait, il a déjà vécu ça, il s'est battu contre ça, et la vérité l'a emporté, ne serait-ce que par le fait qu'aujourd'hui, il est encore plus lu que de son vivant, ce qui est quand même assez extraordinaire. En quoi peut-on se permettre cette relecture d'Albert Camus? Qu'est-ce qui fonde en fait cette critique? Parce que dans
On va toujours vous répondre, Oui. il n'y a pas de fumée sans feu. Et en fait, Bien la sûr. relecture qui est faite des œuvres de Camus, c'est une relecture politique. Bien sûr, mais d'abord, ça vient toujours du même endroit. Je suis obligé de le dire. Du vivant de Camus, quand il reçoit le prix Nobel et qu'il se fait insulter par les porte-flingues En 57. exactement de Sartre, ça vient d'une sphère de politique d'hommes et de femmes qui auraient dû au contraire glorifier le parcours d'un enfant pauvre de Bellecour, d'un enfant d'une modestie, d'un dénouement assez incroyable, donc de l'extrême gauche, hein, pour situer politiquement ce que c'était. Et c'est cela qu'il critique, confondant en plus l'auteur et le narrateur, disant par exemple dans L'étranger, Meursault parle d'un arabe, sans sans donner un nom, alors que Camus, l'auteur, décrivait un fait historique. Il y avait deux peuples au sein de l'Algérie, des hommes et des femmes qui avaient la nationalité française et d'autres qui n'avaient pas de statut, qu'on appelait l'arabe. Donc c'était pour situer aussi et pour montrer comment c'était. Et c'est dans les nouvelles de Camus, c'est pareil. Donc cette attaque, elle est vraiment injuste. Elle vise à faire passer donc Camus pour un raciste, etc. Pour un raciste, pour un colonialiste. C'est quand même jeune journaliste, 21 ans, 22 ans à peine. Il va pour Alger Républicain en Kabylie pendant 15 jours et il fait l'un des plus beaux reportages de la presse française, Misère de la Kabylie, où il dit voilà ce qui se passe en Algérie. Je veux dire, il a toujours dit, il a toujours fait surtout, il aimait le peuple arabe et le peuple algérien. Il appelait ça un peuple frère et rien ne lui faisait plus mal que de voir par exemple la haine dans le visage d'un frère. Et ça, on ne peut pas le lui enlever. C'est la vérité de ce qui est resté et que la postérité rend justice finalement. Vous dites, Mohamed Aïssaoui, que régulièrement, il y a des pamphlets anti-Camus. Oui. Est-ce que les précédents pamphlets véhiculaient les mêmes idées ? Véhicule à peu près les mêmes idées. Disons que le premier pamphlet, donc vous vous rendez compte, Camus est mort depuis 10 ans et on va l'attaquer. Je veux dire, on va le dénigrer. C'est-à-dire que philosophe pour classe de terminale, ça veut dire que c'est pas un philosophe, grosso modo. Alors que lui-même n'aimait pas ce terme, n'aime pas les concepts, n'aime pas l'abstrait. Rien n'était plus important pour lui que le concret, disait-il. Pense par image. Si tu veux être philosophe, écris des romans. Je veux dire, c'est une façon d'écrire, une façon même de penser qui est juste géniale. C'est les grands écrivains, Dostoïevski, Flaubert, etc. Ce sont des grands philosophes. C'est ce qu'ils pensaient et c'est ce qu'ils disaient. L'opposition s'attaque à ses idées ou à un positionnement. Elle ne s'attaque pas à son génie littéraire. Alors, en tant que tel. Alors, c'est hyper intéressant ça, parce que en fait, on attaquait le philosophe pour viser le romancier aussi. Il y avait tout un tas de choses, mais peut-être que le point le plus important, notamment dans ceux qui l'ont attaqué, et encore une fois les amis de Sartre, qu'on le combatte idéologiquement, il n'y a pas à discuter. C'était une période où il y avait des véritables combats idéologique, et Camus adorait ça. Je veux dire, dans L'Homme révolté, il rentre dans le lard de tous ces intellectuels. Il dit, j'en ai marre de ces intellectuels qui ne font que de donner des leçons et qui mettent leur fauteuil dans le sens de l'histoire. Donc, il s'est attaqué. Sur le plan idéologique, pas de problème. En revanche, là où ça devient un peu pervers, pour pas dire un autre gros mot, c'est qu'il y avait un mépris social derrière ces attaques. C'est-à-dire que quand des amis de Sartre décrivent la manière que Camus a de s'habiller, parce qu'il s'habillait avec des beaux costumes, etc., on dit c'est un parvenu. C'est un peu comme les voyous qui arborent des beaux costumes. C'est quand même dégueulasse. C'est son origine, en fait, qui était visée. Bien sûr. C'est un homme du peuple. On disait, il sent le peuple. Vous vous rendez compte ? Un intellectuel d'extrême gauche dit à un homme, il sent le peuple, alors qu'il devrait glorifier cette trajectoire extraordinaire. Est-ce qu'il y a eu des liens entre Camus et l'Église ? Alors, il faut dire que Camus a mis très souvent, dans L'étranger déjà, dans La Peste, bien sûr, le père Paneloux dans la Peste, l'aumônier
qui vient le voir en prison, qui vient voir Meursault en prison, il a toujours mis en scène et tenté de comprendre, notamment Dieu, alors avec l'absurde déjà, hein, sa philosophie de l'absurde, et surtout... Qu'est-ce que c'est la philosophie de l'absurde, Mohamed Aïssaoui ? Justement, c'est vraiment... je pense que s'il y a quelque chose de philosophique à comprendre chez Camus, c'est ça. C'est-à-dire que, évidemment, que la vie est absurde, puisqu'on vit et on meurt. Je veux dire, il n'y a pas plus absurde. Mais lui, il va exalter la vie, justement parce que on sait que tout est absurde, qu'on n'est pas là pour durer, qu'il faut au contraire donner un consentement à la vie, exalter la beauté dans ses nouvelles, dans ses livres. Quand même, vers la fin de La Peste, il dit les fléaux, la peste en l'occurrence, m'ont appris qu'il y a plus de choses à admirer chez les hommes que de choses à blâmer. Je veux dire, c'est une foi incroyable. Et cette foi, philosophiquement, c'est le fil directeur de son œuvre et de sa vie. C'est un combat sans merci contre le nihilisme et toutes les idéologies mortifères. Toutes ces idéologies qui, pour lui, sont indifférentes à l'homme et à la vie. Et en ça, il montre une foi. Alors, il ne montre pas une croyance en Dieu, mais il montre une foi inébranlable. Mais a-t-il parlé de Dieu en des termes qui peuvent aujourd'hui faire résonance pour l'homme contemporain ? À ma connaissance, parce que j'ai vraiment tout lu, il n'a pas parlé de Dieu de manière précise sur la croyance, etc. Il était plutôt sur la foi, même s'il a mis, encore une fois, en scène le père Paneloux dans La Peste. C'est un personnage extraordinaire. Au début, il profite, entre guillemets, de la peste pour charger un peu les hommes. Voilà, vous avez fait du mal, etc. Et après, c'est le père Paneloux qui tient la main d'un petit garçon qui est en train de mourir de la peste et qui se rend compte que malheureusement, la peste ne fait pas de différence entre le bien et le mal. Elle tue indifféremment. Et c'est un héros, le père Paneloux. Donc, c'est un personnage qu'a beaucoup aimé Camus. Donc, il y a un peu... je l'associerais, c'est assez marrant, à quelqu'un comme Brassens, on passe pour un anticlérical et en fait, il aimait la compagnie des hommes d'église. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas encore reçu d'invitation pour aller parler d'Albert Camus en Algérie. Oui. Mais est-ce que l'Église catholique, ou du moins le milieu intellectuel catholique, a reçu l'œuvre d'Albert Camus d'une certaine manière ? Bien sûr. Alors, et comment sur la foi, surtout. Sur le terreau commun, c'est ce combat, cette vie contre le nihilisme, qui est le contraire de la vie, qui est une sorte de combat pour vivre, pour l'exaltation aussi de la beauté, de la nature. Dans les nouvelles, elles sont magnifiques, pleines de lyrisme, pour dire ce que la vie offre. Et rappelons quand même que Camus, et ça, c'est pas anodin, a vécu toujours avec la mort en épée de Damoclès, parce qu'il était tuberculeux et certaines crises, on croyait qu'il allait y passer, même très jeune, même à 17 ans. Et il a toujours vécu avec ça, qui est une pulsion de vie aussi. Qu'est-ce qui distingue ? Parce que Camus ne se reconnaissait pas d'un courant particulier. On revient à ce qu'on disait. L'existentialisme, par exemple. Oui. Mais quelle était sa conception de l'existentialisme par rapport à celui de Sartre, par exemple ? Sartre, lui, il y avait quand même un terreau, que l'existentialisme est un humanisme, que disait Sartre. Avec Sartre, c'était une grande histoire d'amitié, tout d'abord, avant cette rupture amicale et quand même assez traumatique. Il y avait quand même un lien fort, notamment dans le théâtre, etc. La différence, c'est sans doute, et même ce nihilisme que arboraient quand même les existentialismes et puis les communistes, etc. Lui s'opposait à tout ça de manière assez véhémente. Et là-dessus, Camus pouvait être très offensif et très combatif. Et sur le fond, c'est-à-dire par rapport à Jean-Paul Sartre, le fait que l'homme soit
dans une quête en fait de lui-même, de l'autodétermination absolue, cette liberté absolue que revendique Jean-Paul Sartre et cet existentialisme. Est-ce que Camus était dans cette logique-là ? Il le rejoignait sur ça, notamment sur la responsabilité, parce que ce qu'on appelle l'acte au sens sartrien du terme, c'était d'abord avant tout la responsabilité. Et ça, Camus était à 100% d'accord avec cette philosophie-là. Encore une fois, ce qui les distinguait, c'était l'idéologie qui allait... à la rigueur, ce sont les moyens pour arriver à ce même but. Et Camus a tout de suite senti ce qui pouvait être toxique dans les idéologies communistes, notamment, qui peut-être que la distinction c'est sur l'homme, c'est-à-dire que autant chez les amis de Sartre, le sartrisme, le communisme même, l'homme ne compte pas, il est au-dessous de la cause, alors que pour Camus, l'homme est prioritaire, notamment, par exemple, il y a des idéologies qui pouvaient justifier le terrorisme. Rappelons-nous la fameuse phrase de Camus, hein, entre ma mère et la justice, je choisis ma mère, hein, pour schématiser, parce que lui, c'était l'homme qui comptait avant tout, et on ne pouvait pas tuer, quelle que soit la cause, un homme, un enfant, un innocent, etc. Et ça, c'était quand même une différence fondamentale. Mohamed Aïssaoui, Catherine Camus a collaboré à votre dictionnaire. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer à 24 ans Catherine Camus. C'est une femme qui m'a... C'est la meilleure spécialiste de Donc Camus. Sa fille. Oui, pardon, c'est sa fille, bien sûr. Il y a une complicité. Elle m'a donné à voir l'homme, le père. Vraiment, il y a eu des anecdotes intimes qu'elle m'a racontées, notamment quand Camus se retrouve seul, alors qu'il vient, c'était le plus beau jour de sa vie, normalement, recevoir le prix Nobel de littérature pour un écrivain à 42 ans, quand même. C'est assez extraordinaire. Et c'est là où elle me raconte, elle voit son père triste, elle lui dit « Papa, tu es triste ?» Et lui il dit « Non, je suis seul ». Je veux dire, c'est le père drôle aussi, blagueur, qui chante à tue-tête, etc. Et elle se souvenait comme ça des chansons qui revenaient, ou de sa mère qui dit Albert, arrête, etc. Elle m'a donné accès à l'homme, au père, à l'intime. Quand on parle d'intellectuel aujourd'hui, Mohamed Aïssaoui, est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas, c'est le temps qui dit si quelqu'un appartient finalement à un milieu intellectuel. C'est l'histoire qui vous donne, qui vous situe. Vous avez raison, bien sûr. Est-ce que c'est l'un des derniers intellectuels ? Est-ce que c'est difficile de dire si aujourd'hui on n'a que des commentateurs en fait de grands hommes aujourd'hui, non ? C'est vrai, le talent de Camus, c'est d'avoir des lecteurs. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Mais non, je trouve que des gens comme Finkielkraut ou d'autres sont des intellectuels d'aujourd'hui qui ne sont pas que dans le commentaire, même si aujourd'hui les plateaux télé, etc., obligent à disons, à aller vite, à parler par slogan, à pas justement cette nuance que j'évoquais au début, à aller tout de suite, à vous assigner dans un camp. C'est ça qui est difficile. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, le conflit entre Israël et le Hamas, il est impossible d'être nuancé. Parce qu'il faut vite être assigné à un camp. Et aujourd'hui, Camus ne manque pour ça. C'est-à-dire que j'ai pas encore entendu quelqu'un qui pourrait dire, qui pourrait avoir ce courage de la nuance, tout simplement. Et parce que aussi, il est difficile d'être entendu quand on est un peu nuancé. Le buzz, l'image, le slogan, etc., fait que il faut dire les choses vite, ne pas nuancer, etc. C'est compliqué d'être intellectuel aujourd'hui, quand même. Hein. L'absurde n'avait jamais été pensé avant lui ? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas assez de bagages philosophiques, notamment, pour dire cela. Mais je pense que comme il fait référence à Nietzsche et à d'autres philosophes... Mais dans la littérature ? Dans la littérature, si, quand même, dans la littérature russe, quand même. Après, on peut le traduire comme étant de l'absurde, mais on a le sentiment, Mohamed Aïssaoui, que le long 19e du roman ne traite finalement pas tellement cette question. Non, alors encore jusqu'à une fois, Marcel Proust. Après, on peut trouver, notamment même dans la poésie, par exemple, le surréel, même si c'était après. Mais c'est vrai qu'il a... quand même, il avait une vingtaine d'années quand il y a pensé. C'est-à-dire qu'il pensait œuvre, il pensait pas
comme tout un chacun qui veut publier son premier roman, et puis c'est ce qui va... Non, il pense à une œuvre avec l'absurde, la révolte et l'amour, malheureusement, cycle qu'il n'a pas pu élaborer. Mourir à 46 ans, c'est une chance. Non, c'est pas une chance. C'est hélas. Je pense qu'il aurait... Et pour la postérité? Je trouve qu'il aurait eu encore des choses à dire. Il y avait le cycle de l'amour. On a une esquisse avec le premier homme. Mais non, c'est pas une chance parce que... Pour le mythe, vous voyez, c'est les mythes à la James Dean, un peu, vous voyez. Oui, bien sûr. Il y a de la communication autour de ça. Bien sûr. Mais franchement, je peux pas dire... bon, c'est la vie, elle a choisi, voilà, et comme une espèce d'ironie du destin, le philosophe de l'absurde meurt sur la route de Sens, il est mort Oui. sur la route de Bourgogne. Voilà, un clin d'œil. Bon, non, mais je pense qu'il aurait eu d'autres choses à dire, parce qu'il même si c'était une situation intenable, notamment avec la guerre d'Algérie, où il a fait un appel à la trêve civile, auquel je consacre une entrée. Et là, voyez-vous ce qui se passe. Il fait un appel à la trêve civile, donc pour l'Algérie, pour protéger les innocents, etc. Et des deux camps, les indépendantistes et les tenants de l'Algérie française, tous les deux crient à mort Camus, quand même. Voilà ce que c'était. Donc peut-être que cette situation-là était-elle intenable et difficile à tenir, et je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire. Le fait de ne pas se situer dans un camp, c'est toujours évidemment le risque. C'est le risque, c'est le courage. Mais c'est aussi, voilà... C'est le courage, vraiment, c'était du courage, parce qu'il aimait l'Algérie, il aimait le peuple arabe, et il était déchiré. N'oublions pas que l'Algérie, c'est son pays natal. Je veux dire, il a le droit de revendiquer l'amour de ce pays, et s'il a habité à Lourmarin, c'était pour retrouver la lumière de l'Algérie. Merci beaucoup Mohamed Aissaoui. Justement, amoureux, ce dictionnaire amoureux d'Albert Camus, avec les entrées que vous avez choisies, qui nous emmènent dans l'histoire d'Albert Camus, l'œuvre et puis l'esprit, et puis aussi votre appréciation de cette œuvre qui vous a accompagné toute votre vie, et le tutoiement que vous avez avec cet auteur. Merci beaucoup Mohamed Aissaoui d'être venu ce matin. Merci.